Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, pour animer cette émission, je suis en compagnie de Michael. Bonsoir à Coucou. tous, coucou Caro, coucou à tout le monde. Voilà, merci d'être Comment avec nous. vas-tu? Ça va très bien, Comment merci. ça va? Toujours. Et je suis également avec notre Daniel d'Alsace. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir à nos amis canadiens, effectivement. Voilà. Alors, l'émission de ce soir s'intitule Où es-tu? Donc, nous allons parler de la notion de corps et d'esprit, d'où viennent exactement nos pensées, notre imagination, nos décisions, nos sentiments. Est-ce que l'esprit ne serait donc pas dans notre cerveau, mais plutôt une présence? Nous allons parler de tout ça avec Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier au Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonsoir Caro, bonsoir Bonsoir. Michael, Daniel, à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir, Alors, bonsoir les on vous amis. retrouve après une interruption de 3 semaines, mais on est toujours là. Nous sommes très contents d'être de retour. Nous aussi. Nous aussi, en tout cas. Ouais. Alors, je rappelle aux auditeurs que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sur l'email, via l'email contact@radiodulotus.fr ou même sur le groupe WhatsApp de l'émission du Lotus aussi, ils peuvent passer par là. Giovanna, tu peux nous rappeler un petit peu où les auditeurs peuvent vous retrouver? Oui, bien sûr, Caro. Nous avons sur Facebook un groupe, une page Centre Spirit Chico Xavier, où nous avons on met à chaque jour des petits messages, des extraits des livres spirites. Donc, on vous invite à faire un tour pour connaître ces ressources-là. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous avons sur cette chaîne plusieurs vidéos, plusieurs audios où on parle sur les spiritismes. Donc, on invite les gens à faire un tour, à venir connaître notre travail. Nous avons aussi un site web, chicoxavier.ca, où nous avons une section bibliothèque avec plusieurs livres en version PDF pour ceux et celles qui veulent lire à propos du spiritisme et connaître davantage sur cette richesse-là dont on parle aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler de la notion de corps et d'esprit. C'est tout un programme. Ça a l'air assez complexe comme ça à la lecture, mais c'est très intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup de questions. Voilà. Oui, c'est assez complexe et c'est en fait, c'est un problème qui nous suit depuis la nuit des temps, hein, dès les anciens philosophes, même la science d'aujourd'hui. Et en France, on a eu des gens qui se sont penchés sur ces problèmes-là, comme Descartes, mettons, les liens entre le corps et l'esprit. Et les textes qu'on a réservés pour ce soir, c'est quand même assez, évidemment, on touche seulement à quelques aspects, mais ça va nous permettre, je crois, de faire un tour au moins sur les aspects les plus importants de la question. Et c'est certain que le spiritisme en a là beaucoup à dire et on va essayer quand même de partager avec nos auditeurs et auditrices, dans la mesure du possible, la vision spirit de tout ça. Et comme on verra tantôt lors de la lecture, c'est un texte qui n'est pas vraiment spirit. Il était écrit par un écrivain américain et qui, dans l'introduction, plus ou moins de son livre, il va nous raconter là
plus ou moins l'état de la question pour où est la science par rapport à tout ça. Évidemment qu'il nous donne quelques informations, il y en a beaucoup plus disponibles aujourd'hui, on peut les trouver assez facilement. Et ben, voilà, je crois que cela dit, je pense qu'on pourrait peut-être passer à la lecture. Oui. Alors, donc ici, c'est plusieurs extraits en fait de théories de neurobiologie, de médecins, de scientifiques en fait. Exactement. Nous Voilà. avons plusieurs scientifiques qui ont fait des publications. Donc, D'accord. Il est recensé là de plusieurs documents qui ont été publiés et chacun de ces scientifiques se sont penchés sur la question de la conscience, de la mémoire. Cela implique indirectement la question de la perception. Ça implique aussi la question de l'apprentissage. Ça implique la question du rapport, des rapports entre le corps et l'esprit. On verra là que, comme Carole nous a dit, c'est assez large. Et les retombées, les implications, tout ça sont énormes. Donc, voilà, je pense qu'on peut doucement s'y plonger dans l'univers là des scientifiques et voir qu'est-ce qu'ils nous apportent. D'accord. Alors, donc je commence. Alors, chaque jour, environ 50 milliards de cellules dans le corps sont remplacées, ce qui se traduit par un nouveau corps chaque année. Le corps n'est que temporaire, il ne peut pas être qui vous êtes. Chaque seconde, 500 000 cellules de votre corps meurent et sont remplacées. Donc, notre conversation devra être brève. Beaucoup d'entre vous seront morts avant que nous ayons fini de parler. À qui je parle quand je te parle? Pas avec votre cerveau, c'est certain. Ce n'est rien d'autre qu'une collection de graisses et de protéines composées de 85% d'eau comprimée à l'intérieur de la chambre sombre de votre crâne. Entre 50 et 100 000 cellules cérébrales meurent chaque jour. Vous n'êtes pas votre corps change constamment. Alors, un résumé de la recherche sur le corps et l'esprit. Néanmoins, toutes ces expériences et descriptions des processus d'activation cérébrale n'expliquent pas comment l'activité neuronale peut être la cause de la conscience. De même, toutes les tentatives faites pour spécifier les mécanismes neurologiques de la conscience en termes de traitement de l'information neurobiologique et même les théories sociales de la conscience ont échoué à prouver cette relation causale. Sir John Maddox a présenté le résumé suivant de nos connaissances sur la conscience. Personne ne comprend comment les décisions sont prises ou comment l'imagination se déchaîne. En quoi consiste la conscience ou comment la définir sont d'autres questions tout aussi énigmatiques. Malgré le formidable succès des neurosciences au siècle dernier, nous semblons être aussi loin de comprendre les processus cognitifs qu'il y a 100 ans. Stuart Hameroff, docteur en médecine et chercheur renommé en neurosciences, a écrit « La plupart des explications représentent le cerveau comme un ordinateur. Cependant, lorsqu'ils s'en approchent, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi nous avons des sentiments et une conscience, une vie intérieure. Nous ne savons donc pas comment le cerveau produit la conscience. » Le docteur David Presti a déclaré que peu de progrès ont été réalisés dans la compréhension scientifique des phénomènes mentaux. La conscience, l'expérience subjective d'un moi intérieur, peut être un phénomène qui sera toujours hors de portée des neurosciences. D'autres chercheurs rapportent que les efforts pour localiser les souvenirs dans le cerveau ont été infructueux. Karl Lashley a écrit « La mémoire devrait être impossible, pourtant elle existe ». Brian Boycott déclare « La localisation de la mémoire dans le cerveau semble être partout et nulle part ». De nombreux scientifiques suggèrent que votre esprit n'est pas dans votre cerveau.
Dr Sam Parnia, médecin à l'hôpital général de Southampton en Angleterre, déclare: le cerveau, en effet, n'est pas capable de produire le phénomène subjectif de la pensée. Simon Berkovitch a écrit: le cerveau est un simple émetteur et récepteur d'informations, mais pas le lieu principal de stockage et de traitement des informations, c'est-à-dire les souvenirs. Le docteur Stanislas Grof, psychanalyste freudien et professeur adjoint de psychiatrie à la Johns Hopkins University School of Medicine, a résumé la conclusion à laquelle il est parvenu après une vie d'étude de l'esprit et du cerveau. Ma première idée était que la conscience devait être connectée au cerveau. Aujourd'hui, j'arrive à la conclusion qu'elle ne vient pas du cerveau. En ce sens, ma conclusion soutient ce que croyait Aldous Huxley. Il est arrivé à la conclusion que peut-être le cerveau agit comme une soupape de réduction qui nous protège en fait de l'absorption excessive d'informations cosmiques. On peut localiser la source de la conscience. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas dans le cerveau, pas à l'intérieur du crâne. D'après mes expériences, ce serait en fait au-delà du temps et de l'espace et donc non localisable. En réalité, vous venez à la source de la conscience lorsque vous dissolvez toutes les catégories qui impliquent la séparation, l'individualité, le temps et l'espace, etc. Vous le ressentez simplement comme une présence. Sir John Eccles, prix Nobel de médecine, a conclu: l'esprit est une entité distincte du cerveau et les processus mentaux ne peuvent être réduits à des processus neurochimiques du cerveau. Mais au contraire, ce sont ces derniers qui sont dirigés par des processus mentaux. Et il serait possible de concevoir l'existence de l'esprit sans le cerveau. Sir Cyril Burt a écrit: le cerveau n'est pas un organe qui génère la conscience, mais c'est un instrument conçu pour transmettre et limiter les processus de conscience et d'attention consciente afin de les restreindre aux aspects de l'environnement matériel qui sont cruciaux pour le succès mondain de l'individu à tel ou tel moment. Wilder Penfield a résumé ses conclusions comme suit: aucune des actions que nous attribuons à l'esprit n'a été initiée par une stimulation, par des électrodes ou par une décharge épileptique. S'il existait un mécanisme dans le cerveau capable de faire ce que fait l'esprit, on s'attendrait à ce qu'un tel mécanisme trahisse sa présence de manière convaincante grâce à une meilleure preuve à obtenir par activation épileptique ou par des électrodes. L'esprit, écrit-il, exerce son impact sur le cerveau, mais il n'est pas dans le cerveau. Pim van Lommel, cardiologue, déclare que il est impossible pour le cerveau de stocker tout ce que l'on pense et vit au cours de sa vie. Pour ce faire, une vitesse de traitement de 1024 bits par seconde serait nécessaire. La simple activité de regarder la télévision pendant 1 heure serait trop pour notre cerveau. Car pour que les souvenirs restent plus de 50 ou 60 ans, les cellules cérébrales devraient rester les mêmes à partir du moment où les souvenirs ont été ainsi créés. Mais cela ne se produit pas, car les cellules cérébrales sont remplacées régulièrement. Certaines sources estiment que 50 000 à 100 000 cellules cérébrales meurent chaque jour. Et pourtant, malgré le changement incessant de détails dans cette vaste population d'éléments, nos modèles de comportement de base, de nos souvenirs, notre sens de l'existence intégrale en tant qu'individu conservent leur continuité unitaire de modèle. Les données montrant que la visualisation à distance est un phénomène courant sont accablantes. La signification de ceci est que l'esprit n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas emprisonnée dans la boîte osseuse du crâne. Dr Larry Dossey, ancien chef de cabinet à l'hôpital médical de la ville de Dallas, décrit ce cas dans lequel une femme aveugle de naissance a pu voir clairement lors d'une expérience de mort imminente. Pendant l'opération, le cœur de Sarah a cessé de battre. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait un souvenir clair et détaillé de la conversation frénétique des chirurgiens et des infirmières lors de son arrêt cardiaque. L'agencement de la salle d'opération, les gribouillis sur le tableau d'horaire de la chirurgie dans le hall à l'extérieur, la couleur des draps recouvrant la table d'opération, la coupe de cheveux de l'infirmière en chef du bloc opératoire,
les noms des chirurgiens qui reposaient dans la salle des médecins au fond du couloir, et même le fait banal que l'anesthésiste, ce jour-là, avait mis 2 chaussettes différentes. Bien qu'elle ait été complètement anesthésiée et inconsciente pendant la chirurgie et l'arrêt cardiaque, elle était consciente de tout cela. Mais ce qui a rendu la vision de Sarah encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle était aveugle de naissance. Voilà, voilà. Ah, merci, Caro. Wow. Merci beaucoup. Hein. Merci, Caro. Super Bravo. lecture. La fait respirer. Ah ouais, franchement, c'est bien. Bravo. Et c'est super parce que tu lis très bien et ça fait très bien à t'écouter. Oh, ben merci beaucoup. Oh, ouais, il y a une richesse là-dedans. On va essayer d'explorer un peu. C'est ça. C'est énorme comme proposition. On est bien conscient, mais c'est quand même assez disons, attirant tout ça parce que c'est pas vraiment. Ça sont des auteurs, des scientifiques, des prix Nobel, des neurologues, des cardiologues, des gens qui ont une formation matérialiste, qui ont été formés dans des universités qui sont à la base, et je pense que c'est le paradigme des formations des médecins et des scientifiques dans notre temps. C'est la formation matérialiste, cartésienne. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont reçu une formation pour nous raconter ces histoires-là. En fait, il y en a même... comment, Michael? Oui, oui, je dis, tu as raison. C'est pas des gens, admettons, ils sont peut-être pas spirites, voilà, pour aller jusque-là. Donc, pas du tout. Voilà, tu vois, c'est ça, quoi. Pas du tout. C'est certain qui probablement, ils connaissent même pas les spiritismes. Je dirais là que peut-être il y en a un ou deux qui peut-être ont entendu parler, mais même ça, on peut s'en douter. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, au moins quelques-uns, je connais les noms. Pim Van Lommel, mettons, c'est pas si c'est norvégien ou finlandais, je pense. Il publie dans les revues scientifiques. Et ces gens-là commencent à se rencontrer dans des congrès scientifiques avec des gens du Brésil, avec des gens du Canada, des États-Unis. C'est certain les Brésiliens au moins, ou peut-être quelques Européens vont parler de spiritisme, ils vont lui présenter ces informations. Mais pas certains qu'ils connaissent. Donc, ce sont des gens qui ont une formation dans la science traditionnelle. Il y en a même un des chercheurs qui Caro nous a présenté dans sa lecture. Il disait, je cherchais la conscience dans les cerveaux. Je m'attendais à ça pendant toute ma vie. Et finalement, je dois avouer que non, ça ne marche pas vraiment comme ça. On l'a pas trouvé. On ne sait pas comment l'imagination fonctionne. On ne peut pas expliquer la prise de décision. On ne peut pas expliquer cette conscience dans moi, dans soi, qui en a en nous, qui nous dit que nous sommes un individu unique. C'est quand même assez, c'est assez vaste comme question de recherche, tout ça, parce que cela vient en fait des anciens philosophes grecs, mettons, qui s'y penchaient déjà sur la question, qui remarquaient que le monde dans lequel on habite, c'est un monde qui est un monde comme qui temporaire, les choses changent de manière continuelle, toujours en continu. Et nous avons cette impression qui, peut-être il y a quelque chose en bas, par en bas de tout ça, qui pourrait peut-être expliquer. Mais c'est très intéressant parce que la mémoire, mettons, prenons la question, on peut commencer par la conscience ou par la mémoire.
ou par tous ces événements qui concernent l'esprit, les raisonnements, la capacité de raisonner, la capacité de résoudre des problèmes, la prise de décision, la créativité, la capacité à retenir les informations et des fois des informations qui sont, ça c'est quelque chose d'étonnant aussi, qui n'a pas été cité dans les textes, mais qui nous amène, c'est toujours comme ça, hein, un texte nous amène à d'autres. Et je me rappelle en écoutant la lecture, mettons, les gens qui ont mis sous hypnose, ils vont se rappeler des fois des événements complètement non significatifs, au point qu'on peut demander à une personne qu'est-ce que tu as mangé le 6 octobre de 1986. Il va nous raconter exactement qu'est-ce qu'il a mangé. Qui était dans la pièce, quelle était la couleur des draps ou des vêtements que tu utilisais à ce moment-là, et il va nous dire. Donc, quelque part en nous, il y a un système d'enregistrement qui n'est pas dans le cerveau. Et l'intéressant, Mais, c'est que, pardon. seulement pour conclure, l'intéressant, c'est qu'il dit dans c'est Pinfeld qui va dire qu'il s'apprendrait une énormité de cerveaux pour enregistrer tout ça. Donc, c'est évident qu'on a là quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, Caro. Alors, moi, j'ai une question. Par exemple, quand un groupe de personnes vivent, par exemple, un accident ou une situation un peu, voilà, hors norme, on va dire, dans leur quotidien, quand on demande à ces personnes-là d'expliquer ou de relater les faits, ils ont vécu la même chose et pourtant, ils vont l'expliquer tous d'une manière différente. C'est dû à quoi ça, en fait, alors qu'ils ont vécu tous, enfin, ils ont tous vécu la même situation. Dit, Ils ont tous vu la même chose. De 2 ou 3 personnes qui étaient dans un autobus, mettons, qui ont subi Oui, un accident. ou vu de l'extérieur, par exemple, un groupe de personnes qui assistent à un accident, donc ils ne sont pas dedans. Oui, mais c'est tout à fait normal que ce soit comme ça, parce qu'on a chacun de nous est une conscience isolée en soi, connectée aux autres, mais chacun de nous a sa propre manière de voir, son point de vue, sa perception. Il y a l'aspect surtout cognitif, personnel, Oui, et avec son traitement, tu vois, qui est différent d'une personne à l'autre, effectivement. exactement. Donc, tout ça est impliqué. Et en plus, tout notre vécu précédent va impliquer là qu'au moment qu'on va raconter l'histoire, on va donner une couleur qui est tout à fait personnelle, mais on a vu la même chose. On a vu là un autobus qui... mon français, ça ne va pas aujourd'hui. Hein? Si, ça va. Je suis en train de mâcher mes mots. Mais pour dire qu'au moment qu'on va raconter la même chose, on va donner une couleur, une coloration personnelle, parce que c'est aussi un reflet de notre vécu, de nos expériences. Et il y a là, Caro, une question philosophique aussi qui dépasse largement, probablement, nos compétences, mes compétences et même l'ampleur de notre discussion. C'est les structures de la réalité. Parce que des fois, on pense qu'on voit les phénomènes de manière coupée, partielle, mais les phénomènes ne peuvent pas se montrer à nous de manière totale non plus. Quand on regarde un bâtiment en face, je ne peux pas voir son arrière, mais lui non plus ne peut pas se montrer dans tous ses côtés à tout le monde. Donc, c'est une structure de la réalité qui est limitée pour nous tous. Donc, dès que je sois placé 3-4 mètres de l'autre personne et on regarde le même événement, sous un angle différent, quoi.
l'événement se montre à nous d'une manière différente aussi. Comment, Daniel? Oui, je disais, verra d'un angle différent. Donc, Voilà. Et ça, c'est une limitation aussi, pas seulement de notre système cognitif, mais de la réalité. La réalité, je regarde une table, mais je ne peux pas voir l'autre côté. Ou je vois une personne, je la vois en face, je ne peux pas voir son arrière. Ou moi, je suis en face de quelqu'un, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la partie en arrière. Donc, s'il y en a quelqu'un, si quelqu'un arrive, si la porte est ouverte, parce que c'est la structure de la réalité qui, pour nous, est comme ça. Ce n'est pas vraiment, disons, une limitation, mais c'est comme ça. Donc, Mais même, enfin, l'esprit, enfin, oui, l'esprit humain est quand même capable de. Je veux dire, par exemple, si on vit une expérience un peu traumatisante, on va dire, et qu'on raconte les faits sur le moment où ça arrive, et puis on nous demande de raconter les faits une semaine après, puis un mois après, puis un an après, la situation va changer. Ah oui. L'histoire va Oui. changer. Et je crois qu'on essaie de se protéger aussi, parce que peut-être qu'on va essayer d'arrondir les angles aussi au fur et à mesure du temps. Oui, Oui, ça peut bien sûr. arriver. Ça peut arriver, tout à fait. C'est On comme a si le cerveau, enfin, le cerveau, l'esprit, enfin, essaie de retirer ce qui était négatif, en fait, au fur et à mesure du temps, pour se protéger. Oui, il y a ce genre d'événements et des constatations chez les psychologues. Et si l'événement est trop traumatique, c'est certain qu'on va essayer par autoprotection et des fois bloquer ces mémoires-là. Et même des fois, elles sont tellement traumatiques qu'on va les bloquer complètement. Ouais. Et cela va devenir une source de neuroses, des problèmes que les psychologues sont assez habiles pour constater et traiter. Des fois, la personne va présenter pendant toute sa vie un type de problématique, même des fois physique. Et on commence à laisser là que cette personne parle, et à un moment donné, elle va laisser sortir. C'est ce qu'ils font les gens dans le système freudien. Et ce qui fait aussi les gens qui travaillaient avec l'hypnose, on était capable de récupérer certaines mémoires. Et cela, ça peut aller même dans d'autres vies. Hein. On a des gens qui vont naître avec certains types de phobies et qui, en faisant l'analyse des réincarnations précédentes, on verra l'origine de ces traumas. Donc, je me rappelle de plusieurs cas là qui ont été racontés par des scientifiques qui travaillaient dans le domaine de l'hypnose. Il y en a quelques-uns qui sont très, très intéressants. Des gens qui avaient vraiment la panique qu'on était dans les hauteurs et qu'à un moment donné, bon, on va chercher dans leur mémoire profonde et on va trouver là des chutes qu'ils ont subies, d'autres qui avaient vraiment de la panique qu'on sentait un type de parfum. Et bon, on a retrouvé l'origine du problème. Il était associé, ces parfums-là étaient associés à un événement très, très dramatique qu'il a vécu. Et après que la mémoire a été traitée, le problème a été traité, la personne n'avait plus cette phobie-là. Donc, ça, Caro, c'est assez intéressant comme question, assez intéressant comme question parce que tu vois, on parle là de la mémoire, mais de quelle mémoire parle-t-on? Oui. Est-ce que les scientifiques sont en train d'arriver? Hein? Ce n'est pas de la mémoire qui est la mémoire accumulée dans cette vie par ces corps, par ces cerveaux-là que nous utilisons présentement. Donc, c'est certain qu'en face de tout ça, la science commence à se rendre compte qu'on ne peut pas expliquer. Même la simple mémoire que nous utilisons à tous les jours, elle est complètement débordée par une quantité d'informations
épouvantable. Mais On ne tu s'y sais, rend pas César, compte, hein. excuse-moi César, enfin après, Oui, oui. tu me dis si c'est un peu trop tôt, hein, sinon je réagirai après au sujet. Tu sais, par rapport à ce qui était dit dans le texte pour la personne aveugle de naissance, tu sais, Mhm. qui, par le cerveau, savait qu'elle avait vu. Alors bon, moi non, par contre, tu vois, en fait, si je fais des rêves, je ne sais pas si j'ai vu, tu vois, j'imagine que oui, je vois parce que le corps fluidique, l'esprit, il voit, lui. Mais étant donné que moi, je suis aveugle de naissance, le cerveau, je pense qu'il ne peut pas retransmettre la sensation, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu entendais de la musique d'une autre planète et tu veux la jouer la même sur la planète Terre alors que t'as pas l'instrument pour, parce que c'est pas les mêmes instruments, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Michael, et c'est très, très, non, je crois que c'est très pertinent qu'on peut traiter là les textes dans les sens qu'on veut. D'ailleurs, Et je me demande, après l'opération, est-ce est-ce qu'elle est restée non-voyante ou pas, d'ailleurs? On peut se poser la question. oui, oui, c'est la première chose, je pense qu'on pourrait commencer pour traiter la question des clercs. Je pense que c'est Sarah. comment, Sarah. Sarah. Mhm. Elle était aveugle de naissance. Elle était quelqu'un qui a subi un arrêt cardiaque, qui a eu une morte là, je n'ai pas lu les documents de combien de minutes, mais elle était morte. Et comme plusieurs personnes qui ont vécu ces phénomènes, elle revient après, il raconte des choses qu'elle ne pouvait pas. Donc là, il faut qu'on place bien les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce on vient de lire? La mémoire n'est pas dans les cerveaux. Le cerveau, cependant, est évidemment un outil qu'on peut utiliser pour stocker la mémoire de cette incarnation, au moins de manière à faire comme on fait avec les ordi. Mettons, on a la mémoire de travail et après, on peut garder ça dans la mémoire profonde qui va être enregistrée. Euh, on a une mémoire là, on va entrer dans la théorie spirit, hein, pour les gens qui nous écoutent. Là, on passe de la science à l'explication spirit. Et là, le spiritisme va nous dire l'homme est un composé de trois corps, en fait, le corps physique, le périsprit au corps spirituel et l'âme au esprit, qui est l'essence même, ce qu'on appelle la conscience. Donc, même au moment qu'on est mort, qu'on laisse les corps, qu'on quitte le corps physique, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté, va s'y retrouver, gardé dans la mémoire de notre corps spirituel. C'est cela qui nous permet de passer d'une incarnation à l'autre et garder au moins et stocker ces mémoires-là auxquelles on peut avoir accès ou pas, dépendamment des plusieurs conditions, facteurs qui vont nous permettre ou pas d'avoir accès. Bon, cela dit, il faut qu'on revienne au texte. Sarah quitte son corps. À ce moment-là, elle quitte son corps avec son corps spirituel, qui n'a pas les blocages et les empêchements qui se trouvent sur son corps physique. À ce moment-là, son corps physique est complètement au dépourvu, il est complètement affaibli, hors combat, on peut dire comme ça. Il ne représente aucun empêchement, parce que notre corps, c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, notre corps, il fonctionne comme, malheureusement pour l'instant, un genre de prison. Et cela a une raison. Et on pourrait en parler plus tard, mais il y a une raison pour que ça soit comme ça. Cependant, on s'échappe fréquemment pendant les sommeils
pendant les événements médiumniques ou animiques, les expansions des consciences, dans les moments de méditation, des prières, on a des gens qui vont raconter, bon, je n'étais plus limité par mon corps. Cependant, qu'est-ce qui va se passer au moment qu'elle quitte son corps? Elle la quitte avec son corps spirituel, qui n'a aucun empêchement. Elle peut voir, elle peut sentir, et on ne peut pas oublier que Sarah, ainsi comme nous autres, elle a déjà eu plusieurs existences. Donc, il n'est pas dit dans les textes qu'elle a lu les noms des médecins, mais elle s'est rappelé les noms des médecins qui étaient dans la salle d'attente, de repos, mais rien n'empêche qu'elle pourrait même lire. Parce qu'au moment que le corps, le cerveau physique est bloqué, il est hors combat, comme je disais tantôt, il est complètement anéanti. Il dormait. Et il n'est pas dormait, vraiment, il était mort parce que les ondes cérébrales étaient complètement aplaties. À ce moment-là, elle était complètement libérée. Donc, elle a eu la chance d'avoir accès à sa capacité pleine de perception et aussi à sa mémoire. Parce que comment ça se peut qu'en n'ayant pas l'expérience dans cette vie de la couleur jaune ou verte, elle aurait pu raconter cela et dire « j'ai vu quelqu'un qui s'habillait en vert ou en jaune ou en rouge ». Oui, c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs, cette précision, effectivement. Oui. C'est là qu'il faut, voilà, donc, comment elle aurait pu donner ce genre d'informations si l'information n'était pas déjà acquise? Elle ne serait pas capable de reconnaître une couleur, ça ne savait pas c'était quoi une couleur. Donc, cela prouve, c'est merveilleux cette expérience-là, parce qu'elle va en fait prouver beaucoup plus ce qui arrive avec les autres, parce que quelque part, on pourrait dire, oh, la personne a vu ça quelque part, elle s'est rappelé ça parce qu'elle l'a vu avant, elle était dans l'hôpital avec quelqu'un auparavant. On pourrait chercher des explications et la pensée scientifique même nous oblige à les faire. Parce qu'il faut essayer de prouver que l'explication, ça ne marche pas. C'est la procédure des Karl Popper. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dire en face d'un événement comme celui-là? Elle avait dans son cerveau, pas physique, évidemment, parce que celui-là n'était jamais nourri de ces informations. Donc, elle avait dans son cerveau spirituel toutes les informations que nous avons, parce que moi, je suis capable de reconnaître la couleur jaune. Mais je pourrais dire, oh, je l'ai appris dans cette vie. Mais Isara, comment fait-elle pour reconnaître la couleur jaune ou rouge? Cela était déjà dans son cerveau, mais pas physique. Donc, au moment qu'elle a été libérée de son corps, elle a réacquis ou elle s'était réappropriée sa liberté, sa mémoire, sa capacité pleine d'accéder aux informations. Est-ce que cela arrive à tout le monde? Pas nécessairement. Et pas la variation, ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. Cependant, ce qui arrive, et là, c'est la chose plus intéressante encore, c'est que plusieurs personnes aveugles ont raconté les mêmes choses. Donc, et on ne peut pas expliquer cela si on croit que la mémoire se trouve dans le cerveau, que la conscience se trouve dans le cerveau et que toutes les informations que nous sommes capables d'exprimer passent nécessairement par le cerveau. Donc, c'est clair que le cerveau n'est qu'un outil et les cas à Sarah nous précisent ça d'une manière assez parlante. Mais il y a encore un autre problème, ce plus, comment dirais-je, étonnant, c'est qu'elle
quand elle revient, elle se réincarne en quelque sorte, hein, quand elle termine comment dirais-je, son arrêt cardiaque, tout reprend vie, la mémoire qu'elle avait acquis, donc toutes ces informations en tant que, quand elle était désincarnée en quelque sorte, est revenu en mode incarné pour le raconter avec la notion de couleur, comme tu disais si bien. Tu vois moi, c'est un petit peu ce processus-là, la transmission d'informations, tu vois, quand elle est revenue en vie, quoi, je veux dire, tu vois. Oui, ça c'est fantastique, Daniel. Ça c'est encore plus intéressant. Ouais. Si on commence à y penser, qu'est-ce qui se passe avec nous dans ces trinômes-là? Corps, périsprit, Voilà. esprit. Qu'est-ce qui se passe concrètement à chaque journée? On est bloqué dans un corps physique. C'est voulu comme ça par les processus d'évolution. Notre mémoire est bloquée au moment de la réincarnation, mais on est déjà au courant qu'on ne peut pas la bloquer complètement. Okay? Cela va nous revenir dans des déjà-vus, cela va nous revenir dans des lectures. On commence à lire sur une époque historique, et là on dit, mais mon Dieu, je connais tout ça, je connais, cela n'a rien de nouveau pour moi. Ça peut nous venir pendant les sommeils. Donc, la mémoire que nous avons, elle est conçue pendant une incarnation qui, elle soit limitée. Et ça, c'est merveilleux, parce que si pendant une incarnation, la quantité d'informations que nous ramassons est énorme, c'est immense. Comment peut-on vivre avec un cerveau comme le nôtre qui n'est pas capable d'emmagasiner même l'expérience de cette vie d'une seule journée de vie? Si on regarde la quantité d'informations que nous avons reçues, c'est absolument épouvantable. C'est un Donc, grand mystère. Hein, voilà. Donc, les systèmes informatiques du périsprit est beaucoup plus performant que celui de notre cerveau. Moi, ça fait Mais comme si. imaginons, seulement pour finir, Oui, vas-y, excuse-moi. imaginons qu'on avait la permission de débloquer ces mémoires-là des 10 incarnations. Mais on deviendrait complètement fou, Daniel. Bah ouais. Donc, c'est là, j'ai fait tous ces préambules pour expliquer quoi? Au moment qu'on s'endort, mettons, je discutais ça avec des amis ou dans nos réunions d'études et tout ça. Il y en a quelques-uns qui se rappellent assez bien ces rêves et qui font des rêves lucides. Il y en a quelques-uns qui en font de temps en temps. Il y en a d'autres qui très rarement. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui s'y rappellent? Bon, le périsprit est un corps qui vibre et la médiumnité est en quelque sorte physique, parce que c'est le périsprit qui va imprégner et former le corps physique. Donc, quelque part dans notre cerveau, la partie responsable de la mémoire, même de la mémoire récente, on a là des gens qui ont, entre le périsprit et le cerveau, une vibration plus ou moins dans la même fréquence, si on peut dire comme ça, où on a un petit peu de résonance. Pour que le cerveau physique enregistre, il faut qu'il soit imprégné par une sensation, par une image, par une odeur, par une expérience physique. Mais le périsprit, des fois, est capable de vibrer assez fort dans ces personnes-là pour qu'il puisse imprégner le cerveau physique et garder la mémoire pour qu'on puisse raconter à nos amis le matin les rêves qu'on a faits. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Sarah? Elle quitte son corps ne représente
aucun danger pour elle, elle est complètement anéantie. Les corps physiques ne s'imposent pas à elle comme s'imposent à nous tout le temps, parce que les corps nous demandent, nous bloquent, nous obligent, nous restreignent. Et à ce moment-là, elle a vécu une expérience époustouflante pour elle. Et elle était capable, heureusement, de vibrer assez fort son périsprit, son cerveau périspirituel, de manière à imprégner aussi son cerveau physique. Il y a des gens qui ne vont pas réussir à faire ça. Et on va demander qu'est-ce qui t'a vu pendant ta mort et ils vont dire rien. Parce qu'on sait qu'il y en a 20% des gens qui ont subi une mort, ce qu'on appelle une quasi-mort, aux morts imminentes, ou qui ont été morts et ont été ressuscités. Il y en a 20% qui vont se rappeler de l'expérience de l'au-delà. Donc, le cas à Sarah, c'est comme plusieurs autres. Mais comment Sarah a été capable d'enregistrer cette expérience si son cerveau de cette existence n'a jamais été nourri par l'expérience sensorielle de la couleur et de tout ce qu'elle a pu enregistrer. Mais c'est parce que dans son périsprit, elle n'avait pas ces blocages. Et le cerveau physique n'est pas lui qui conditionne notre expérience, parce qu'on vient d'y lire que la conscience n'est pas dépendante du cerveau. Le cerveau obéit, il ne va pas donner des ordres. Donc, au moment que Sarah a été capable d'imprégner son cerveau avec cette expérience, il l'enregistre, c'est tout, il ne questionne pas. Elle a eu assez de force, disons comme ça, des fréquences pour imprégner son cerveau physique avec cette expérience qu'elle a vécue, qui est tout à fait réelle, légitime, authentique, que n'importe quelle expérience sensorielle qu'on va vivre dans notre vie courante. Donc, Pardon. Pardon. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Le fait de se souvenir, parce que tu dis qu'il y a 20% des gens, mais le fait de se souvenir de 20%. pardon. Le fait de se souvenir de son expérience, en tout cas, pendant sa mort imminente, ça n'a rien à voir avec le temps passé, enfin, Mort? oui, voilà. Est-ce que plus on reste longtemps «mort» entre guillemets, est-ce qu'on a plus de chances de se souvenir? C'est ça aussi? Peut-être Non. parce que pour certains, c'est peut-être trop rapide? Ce lien n'a pas été trouvé, en fait, Caro. Oui. Il y a des gens qui vont passer 2-3 minutes, ils vont se rappeler. Il y en a des gens qui vont passer 15 minutes, 10 minutes, ils se rappellent de rien. C'est très varié, c'est très personnel. Et à ma connaissance, elle n'a pas encore un rapport établi sur le temps, la durée de l'expérience et la capacité d'y s'y rappeler. C'est vraiment cas par cas. C'est assez. Oui, c'est très individuel, quoi. Oui, c'est ça. Donc, parce que avec les 2 thèses de doctorat là, concernant les NDE, c'est pareil, c'était pas signifiant hein, ce problème, tu vois. Donc, signifiant dans quel sens? disons que voilà, c'est comme tu disais, on peut pas établir une relation, tu vois. Ah donc oui, c'est cas par oui. cas, tu vois. Donc, Merci, Daniel. Oui, tout à fait, c'est ça. À ma connaissance, on n'a pas établi encore un lien, mais c'est très intéressant parce que je vois là que vous vous interrogez sur cela montre comment on a de la difficulté pour dépasser un paradigme. C'est comme si vous étiez là, vous me pardonnez de parler ainsi, parce que c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde qui nous écoute, qui vont peut-être nous écouter un jour. On a cette difficulté de penser que nous dépendons de notre cerveau. Ah, si mon cerveau n'a jamais enregistré cette expérience, ou cette couleur, ou ces vécus-là, je ne peux pas accéder à... Non, c'est le contraire. Il y a des gens qui ont perdu des morceaux entiers du cerveau, là, et presque 3/4, et qui continuaient de fonctionner parfaitement. Et la science est incapable d'expliquer ça. Il y a d'autres, Daniel, tu as soulevé la question de la mémoire.
Il y a des gens qui ont eu le cerveau traversé par une barre d'acier et qui continuait de fonctionner parfaitement après. Oui, oui. Sarah, elle a continué, elle était toujours aveugle, elle a continué aveugle, mais elle était capable de vivre l'expérience et d'imprégner son cerveau avec cette nouvelle information. Cela veut dire que si les personnes aveugles, d'ici quelques années, on trouve les moyens de débloquer De faire une photocopie de la partie, comment dirais-je, spirituelle, pour en faire une copie dans la partie, tu vois, ou incarnée, de tu vois. transférer la capacité. On sait que la personne, et là on passe à un autre sujet, qui est pourquoi je suis né aveugle, pourquoi j'ai un problème de paralysie XY. Là, on va rentrer dans tous les questionnements sur Oui, les oui, bien sûr, épreuves, les karmas, la réincarnation. Ça, c'est un autre sujet. tout à fait. Donc, mais est-ce qu'un jour, on aura la capacité de débloquer et de résoudre ce genre ou de permettre à ces personnes d'accéder à un type d'expérience qui vont les enrichir, de les permettre de vivre? Oui, c'est possible. Parce qu'on peut tout simplement, imaginer, mettons, si on était capable d'y mettre cette personne dans un sommeil somnambulique, ok, c'est à peu près la même chose que l'hypnose. On pourrait peut-être essayer de la faire se détacher de son corps et dire, bon là, tu vas commencer à regarder autour de toi, tu vas te déplacer, tu vas... Donc, qu'est-ce qui, nous, on pourrait trouver? Peut-être des choses bien intéressantes, permettant aux personnes aveugles, mettons, de vivre une expérience qui les est, pour l'instant, inaccessible. Mais je Donc, crois que vous Léon voyez Denis, il la avait fait des... quantité, hein, des possibilités. Comment, Michael? Je crois que Léon Denis, il avait fait des expériences comme ça, justement, par rapport au Oh somnambulisme, tu oui, sais. tout à fait. Ouais. Tout J'avais à une fait. question, César, par contre. Est-ce que tu sais la mort imminente, enfin, qu'est-ce que c'est la différence entre la mort imminente et l'état cataleptique, tu vois, ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Oui, bonne question, Michael. La catalepsie est en fait un phénomène organique. Je dirais je ne sais pas si on peut dire là qu'on a une grosse différence, parce que la catalepsie, c'est un phénomène qui va arriver un peu comme l'épuisement, mais ça peut arriver à des enfants aussi. Donc, Yvonne Pereira raconte qu'elle a vécu ça quand elle avait quelques mois de vie. Les gens la croyaient morte, elle était déjà dans son cercueil. Et elle a été réveillée par une épine qui l'a touchée. Et à ce moment-là, elle est revenue, mais je crois que la mort, on n'a jamais testé ces deux états-là d'une manière assez scientifique. Mais je crois, Michael, que, mettons, toutes les gens qui ont eu des catalepsies, qui nous racontent l'expérience ou qui ont passé par là et qui ont eu la chance d'y revenir, parce qu'il y en a plusieurs qui on verra on va découvrir qu'ils étaient vivants de manière assez triste, hein, parce on va constater plus tard. Et à ce moment-là, on n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui dans la médecine. Mais ma question même est, est-ce qu'une personne qui a éprouvé la catalepsie aujourd'hui, est-ce qu'elle serait vraiment, mettons, les ondes cérébrales, est-ce qu'elles seraient à zéro, Ça sera aplaties? intéressant, t'as raison, ça Je sera n'ai pas la intéressant. réponse. Ben non, c'est ça, ouais. Donc, Oui, c'est vrai. ça serait intéressant parce que les médecins analysaient la personne, ils prenaient les pouls, ils prenaient les souffles, ils disaient, bon là, c'est fini, ça, les cœurs ne battent plus, la personne est morte.
Mais ils analysaient là avec des outils qu'aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus performants, des machines beaucoup plus performantes. Donc, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'une personne cataleptique serait considérée comme morte? Je ne sais pas. Il Ouais, fallait là de la recherche pour qu'on puisse répondre à ça. voilà, c'est vrai. Merci pour ta réponse, hein, César. Non, non, mais c'était très... Tu vois combien de choses là, hein, ça nous... Non, 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 mais c'est vrai, Et ça, c'est une bonne question, ça, Michael, c'est vrai. Ouais, aujourd'hui, je crois que, mettons, les cas à Lazare, hein, l'ami de Jésus, qui était mort, ça T'as lu dans faisait mes 4 pensées. jours, hein, il sentait déjà Oui, la c'est ça. putréfaction. Oui, Ça veut dire que son corps était déjà assez abîmé, oui, oui, assez... oui. Décomposition. Oui, t'as mais pensé la la même chose. catalepsie ainsi que la mort imminente, tous les deux vont s'y rejoindre dans les faits que les liens sont encore là. Oui, c'est ça, quoi. Oui, Parce oui. que s'ils étaient brisés, Jésus ne serait pas capable, bon, au moins, on imagine que non, parce que qui suis-je Sujet. pour dire qu'est-ce que Jésus est capable ou pas, mais oui, on peut dire que théoriquement, si le lien est brisé, définitivement, bon, là, ça serait vraiment difficile de faire revenir la personne. Il y avait là un lien fragile, faible, mais il y avait. Et la même chose s'y passe avec les gens qui ont décédé, mais qui sont en train de vivre là toute une expérience. Et à un moment donné, quelqu'un les en parle, il dit, mais là, il faut que tu reviennes. Il faut retourner à ton corps. Et il y a plusieurs qui vont dire, non, 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 mais non, je ne vais pas, ici, ça va tellement bien, je me sens bien, je n'ai jamais senti cet amour, oui. ils ne veulent pas revenir. Donc, mais il y a un lien qui permet autant au premier cas qu'au deuxième d'y revenir. Donc, dans ces deux aspects-là, je pense qu'ils s'y rejoignent. Cependant, Une certaine similitude, quoi, de ce côté-là, quoi. exactement, exactement. Mais est-ce qu'on peut les considérer tous les deux? Parce que les gens qui éprouvent la mort aujourd'hui, la médecine va mettre des électrodes partout. Le cœur est arrêté, les ondes cérébrales sont arrêtées. Est-ce qu'en cataleptique, on pourrait peut-être trouver la même chose? Bon, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Il fallait de la C'est vrai, tiens, recherche. je ferai une recherche, là, c'est vrai que sur Internet, pour voir alors, catalepsie, mort imminente, voir s'il y a une relation, justement. Oui, c'est intéressant à regarder, ça. Ce qu'on peut s'y permettre, peut-être, Daniel, d'imaginer, c'est que si la personne, mettons, on arrive chez nous, on trouve là quelqu'un dans cet état, on dit, oh, la personne est morte. Et là, on appelle les secours, les gens arrivent et la première chose qu'ils vont faire, c'est de la massage cardiaque, Oui, vont donner des chocs électriques et fibrillateur. c'est ça, vont appliquer des injections d'adrénaline. Donc, ces ressources-là, je crois qu'on n'avait pas ça à l'époque qu'Yvonne Pereira, mettons, était enfant. Ce sont des ressources assez récentes dans la médecine. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, peut-être la personne serait ressuscitée et elle pourrait peut-être nous dire, non, j'étais là. Et dans ce sens, je pense que c'est assez semblable à ce qu'on vit dans la mort, qu'on appelle là la mort par accident ou arrêt cardiaque. La différence, c'est que la mort que nous éprouvons aujourd'hui par la médecine, elle a une cause connue. Mais la catalepsie, c'est un phénomène assez bizarre parce que les gens, tout simplement, avaient l'air morts et en fait, ils n'étaient pas. Quelques-uns vont même à raconter qu'ils voyaient tout ce qui s'y passait. Et ça doit être un phénomène assez difficile à vivre. Oui, oui, parce que s'ils ont encore quelques moyens sensoriels là, pour se souvenir, etc. Voilà. Donc, bah, oui, donc, ouais, c'est vrai. Il y a un lien très fragile entre le corps et l'esprit, assez fragile pour qu'on croie que la personne est morte, mais assez
fort encore pour qu'on puisse la ramener. Mais aujourd'hui, je crois qu'on on essayerait de réanimer cette personne-là avec les ressources qu'on a. Et peut-être, elle pourrait nous dire, parce que ça serait un phénomène en quoi il est différent de la mort traditionnelle, disons comme ça. C'est qu'une personne qui a fait un arrêt cardiaque ou qui a subi un accident, bon, on s'est dit, oh, elle a fait un arrêt cardiaque, elle a subi un accident. Donc, on connaît la cause du phénomène, mais la catalepsie, c'est quelque chose qui, bizarrement, la personne là est comme partie, mais elle est toujours encore connectée à son corps. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'arrêt cardiaque qui provoque ces phénomènes de mort imminente. Je ne sais plus, il faudrait que je relise les thèses de doctorat. Là, il me semble qu'il donnait encore d'autres aspects, donc provoquant ce genre de phénomène, tu vois. Donc, oui. je me souviens plus comme ça par cœur, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y avait autre chose aussi, qu'on peut. Oh, ça peut être très varié, je crois, de n'importe quel phénomène, une chute, un accident. Bon, bien sûr, avec des drogues, bien sûr, on peut le faire d'une manière artificielle avec les drogues et compagnie, ça, bien sûr. Voilà. Mais sans parler de ces aspects-là, mais faudrait que, c'est à revoir. Il y a un film très intéressant, il faut le trouver là, il faut qu'on trouve c'est... Il y a l'expérience interdite. Comment? L'expérience interdite, c'est un film dans les années 80-90, je pense, où des étudiants en médecine oui, provoquent. En fait. Super, mais je ne savais pas le nom en français, j'allais commencer à le chercher ici. Oui, par le nom de l'actrice là, c'est Julia Roberts. Oui, voilà. Ces films-là, c'est très intéressant parce qu'ils sont des étudiants en médecine qui vont provoquer la mort, l'arrêt cardiaque, en fait, et qui vont vivre toute une série d'expériences sont très intéressantes. Et bon, je crois que ça vaut la peine pour les gens qui n'ont pas vu. C'est très, très intéressant. C'est vraiment... parmi d'autres... Ça se passe super bien. Hein? Ça ne se passe pas super bien. Non, oui, c'est ça. Ils vont vivre ils vont en fait déclencher là une série d'événements, mais c'est quand même très intéressant. Et c'est pour dire aux gens que l'effet d'avoir une mort imminente aussi, c'est bien que tu en parles, Caro, parce que je pense qu'il faut corriger cette perception-là que les gens font Il y a des gens qui sont en souffrance et vont dire « Ah, mais en vous écoutant, là, je commence à avoir envie de mourir. » D'ailleurs, dans le film, ils essaient d'aller de plus en plus loin au niveau du temps, en fait. Oui, là, bon, et ce qu'on verra, c'est que, première chose, les suicides, ça finit pas très bien. Pour les gens qui reviennent, ils vont raconter très souvent des situations très angoissantes, très difficiles. Provoquer la sortie du corps de manière artificielle, ça se passe pas très bien non plus parce qu'on peut déclencher une série d'événements qui vont avoir des conséquences peut-être pour toute une vie. Donc, il faut qu'on soit vraiment conscient qu'on est en face de quelque chose de sacré, qui mérite de notre part un soin, vraiment d'être en face de quelque chose de sacré. Donc, c'est un film à réflexion philosophique, en quelque sorte. Oui, c'est très, très intéressant. Et ce sont des gens qui vont les faire par les goûts de l'expérience, de la découverte. Mais c'est très intéressant parce qu'il va nous montrer là un des aspects, Daniel, c'est qu'à un moment donné, dès les années 30 là, du siècle dernier,
On a des livres comme les livres d'Ernest Bozano il a ramassé les informations des gens qui sont décédés, qui revenaient pour raconter leur histoire, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient ressuscités. Hein. Ben Les oui. ressources de la médecine ne permettaient pas. Donc, mais il a fait une collection d'histoires, d'esprits qui revenaient. Et il racontait là les fameux films qu'on voit au moment de la mort et que les gens qui ont éprouvé la mort, dans le cadre de ces recherches plus modernes qu'on parlait tantôt, vont raconter la même chose. J'ai vu les films de ma vie qui passaient. J'ai vu tout ce que j'ai vécu. J'ai vu comme les gens ont été touchés par mes actes, par mes actions, par mes mots. Et dans ces films, ils vont éprouver cette expérience aussi. Mais ça va se passer une série de choses. Et là, bon, si je commence à vous raconter, ça va vous priver peut-être de l'écouter, de les voir. Mais pour dire seulement un des cas que je me rappelle, il se rappelait de l'école secondaire, je pense. Il y avait une fille noire qui était toujours la victime des harcèlements d'un petit groupe de jeunes là, parmi lesquels se trouvaient ces garçons aujourd'hui étudiants, à ce moment-là, étudiants en médecine. Mhm. Et il sentait là la douleur qu'elle a sentie, elle sentait comment cela l'avait blessée. Et en revenant, il décide de la chercher. Donc ça, c'est un des bons côtés du film, un des bons coups, parce que comme Caro nous a rappelé, c'est pas pour tout le monde que se passe si bien que ça. Mais il va la chercher. Elle est très méfiante au moment qu'il arrive. Elle est déjà mariée, elle a sa vie, sa famille. Et quand il s'y présente, elle a dit oui, je me rappelle de toi, certainement que je me rappelle de toi. Il a dit, écoutez, je suis là pour te demander pardon. Ça va l'air bizarre, mais je sais que j'ai été fait mal. Je voulais sincèrement, tu peux dire, te demander qu'il me pardonne. Et c'est très beau parce qu'il finalement, il quitte l'endroit en paix parce qu'il a pu s'y rattraper. Tu te Donc, rends compte, un pardon comme ça, dans des cas pareils, c'est fou, ça, c'est fabuleux. Hein, c'est c'est ça. comme Donc, histoire. Hein. à combien de gens, Daniel, on a fait mal hein, pendant nos vies, nos incarnations? À combien de gens on a laissé une mémoire des douleurs et des souffrances? Et en fait, ce que ces expériences nous montrent aussi, il a toute la question que le spiritisme nous pose. En sachant tout ça, vous faites quoi? Parce que si vous savez que votre existence laisse des traces, que vous imprégnez la vie des autres de ces mémoires-là, quelle est la mémoire que vous voulez laisser? En fait, c'est ça la question qui nous est posée. Donc, tous ces événements, tous ces phénomènes, en fait, vont nous mettre en face de nous-mêmes. Ouais. Grosso modo, c'est ce qui va arriver. Tu connais César? Moi, j'avais lu des livres de Raymond Moody, tu sais, le docteur. Il a Oui, beaucoup la vie parlé après la de vie la et vie tout ça. après la Ouais, vie et tout. C'est ouais. intéressant aussi. Il en parle beaucoup, justement. Ben, j'ai relu il n'y a pas Ah, tellement longtemps un passage de ce livre d'ailleurs. Ouais. oui, c'est en fait, c'est scientifique là, il était, c'est intéressant, Michael, parce qu'au début de l'émission, j'essayais de me rappeler son nom. Je disais, mon Dieu, c'est qui le premier écrivain? Et voilà, que les esprits t'ont soufflé là pour m'y répondre. Bah, et César, tu sais, Il on est était venu à connectés. Paris d'ailleurs Ah faire oui, il était venu à un Paris, oui. exposé et puis par contre il était malade. Hein. Il avait expliqué d'ailleurs, je ne sais plus Oui. à qui, qu'il était malade et puis dans son pays il avait pas assez d'argent vraiment pour bien se soigner quoi à l'époque. Il faut le savoir. Hein. Wow. Et c'est
Après, alors, je ne sais pas à quel âge il est décédé, mais je sais que c'est à Radio Ici Maintenant, tu vois, même de Plège l'avait vu lors de cette conférence, tu vois, avec, je ne sais plus si c'était quel animateur, là, quel, comment dirais-je, invité de Radio Ici Maintenant, qui avait été voir cette conférence et qui avait expliqué justement son état. Il avait eu un problème de cancer, moi je ne sais plus ce que c'était, en tout cas. C'est vrai il n'avait pas pu suivre, pourtant en tant que médecin, tu vois, en plus, c'est un peu le Tu comble. Hein. tu vois, Ouais. c'est étonnant ça. Ouais, Bon, oui, c'est étonnant. Moi, j'étais étonné. Hein. Ouais. c'est les côtés dramatiques de la santé aux Ouais. États-Unis. Ouais. Mais ces chercheurs-là, c'est un pionnier. Hein. Il a Oui, publié c'est les ça. premiers livres qui mettaient un peu de l'ordre dans tous ces événements, tous ces phénomènes. Il a Oui, créé. il a voulu mettre en évidence, faire passer l'information hein, de cette Oui, évidence, de ces phénomènes de NDE à des confrères, etc., aux gens. Quoi. Donc, c'est vrai que exactement. c'est une belle histoire, on empêche son Oh, état. Là. c'est merveilleux. C'est une personne extraordinaire. Et il a été, dans son livre, il a été le premier à classer les phénomènes, à Hmm. montrer les étapes du C'est ça. phénomène. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens vont voir ça, vont passer par telle phase, telle phase. Et c'est très beau parce qu'en fait, cela rejoint l'expérience des milliers de personnes qui, en lisant cela, ont dit, mais mon Dieu, quelqu'un nous donne la voix, là, me permet d'en parler, parce qu'il y en a plusieurs de ces personnes-là qui, des fois, ont commencé à essayer de parler, mais étaient dans un environnement si réfractaire qu'ils ont gardé l'expérience pour eux. Ils n'ont jamais en parlé. Il y en a des gens qui vont être plus récentes, euh, comme, mettons, on peut lire La preuve du paradis du docteur Eben Alexander. C'est un neurologue qui travaillait comme neurochirurgien, euh, qui a vécu l'expérience, NDE, hein, l'expérience du mort imminente. Il avait 52 ans. Et il était là dans un coma qui a été amené même à la mort. Ses ondes cérébrales étaient complètement aplaties. Mais il a vécu une énormité d'expériences, un vécu là qu'il a été heureusement capable de retracer, de garder. Et à partir de ces moments-là, quelqu'un qui était complètement matérialiste, qui voyait le cerveau comme l'origine de la conscience, il dit tout ce que nous sommes, a pu écrire des livres, faire des conférences, comme Dr. Moody aussi, Ouais. qui n'a pas, à ma connaissance, vécu l'expérience, mais qui a commencé à remarquer l'expérience chez ses patients. Et qui a C'est ça, été on s'est fait des constats, en fait. Hein, donc, exactement, il comme était beaucoup assez de. sensible Ouais, comme pour beaucoup écouter. comme beaucoup d'anesthésistes ou autres. Hein. Donc, on a aussi à l'époque Jean-Jacques Charbonnier, il a commencé comme ça, c'est un médecin anesthésiste, réanimateur. Il s'est aperçu du phénomène, et puis bon, après, c'était un autre domaine, mais bon, disons qu'il a commencé comme ça, quoi. Donc, voilà, on a Ces constaté les gens-là, faits. Daniel, vont être considérés d'ici quelques décennies comme des grands, comme on parle des Newton aujourd'hui, des Galilée et d'autres dans ce sens-là, comme des grands pionniers de la science. Ouais. Ils vont être considérés comme des grands pionniers de la science, de l'esprit. Évidemment, plusieurs de ces choses-là qu'ils sont en train de raconter, et ça, c'est de là que je trouve dommage que les gens n'ont pas assez de connaissances et accès à la connaissance spirituelle. Il y a assez de groupes d'études pour qu'ils puissent connaître tout ça. Parce qu'en fait, quand on lit le spiritisme, ça n'a, mettons, les médecins, quelle est la grande différence?
on passe sans s'apercevoir, hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai utilisé l'explication spirite, mais si on demande à tous ces médecins-là comment vous expliquez ça, tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est les faits sont que la mémoire n'est pas là, que la conscience n'est pas là, pas dans les corps, pas dans les cerveaux, c'est tout ce qu'on peut dire. Où se trouve-t-elle? Ils ne sont pas Moi, capables j'imagine, d'expliquer. ce n'est que l'imaginaire de mon côté, hein. Moi, ça fait comme si que ces énergies-là, donc en dehors du côté organique, hein, s'éparpillaient en quelque sorte dans la nature, donc à très petite dimension, de quel ordre, j'en sais rien. C'est vrai qu'on rentre de plus en plus dans l'infiniment petit. Alors, ces informations-là se dispersent partout, ce qui pourrait expliquer par exemple, bon, l'effet de mémoire gigantesque, et puis aussi, par exemple, la bilocalisation, puisque comme c'est un peu partout et il n'y a pas de notion de temps, etc., on peut avoir des phénomènes comme ça à deux lieux, tu vois, en même temps, tu vois, Mais c'est comme ça que je me... c'est très simple, Daniel, si on fait recours au périsprit. Oui, C'est absolument plus simple. On n'a oui, pas oui, besoin des explications très compliquées. oui, oui, Si la mémoire n'est pas dans notre corps physique, elle est dans notre corps spirituel. oui, Quelles sont les preuves? Bon, les preuves, c'est que quand la personne est morte, cliniquement morte, elle a pu continuer à utiliser la mémoire qu'elle avait. Elle a pu emmagasiner de nouvelles informations qu'elle n'avait pas. Donc, son cerveau n'est pas l'origine, n'est pas lui qui fait le traitement de ce qui nous non, sommes non, c'est comme ça, oui, oui, personne. Et en plus, j'ai pu, sous hypnose ou par des moyens spontanés ou sous l'effet des drogues, j'ai pu accéder à des mémoires d'autres vies. Donc, et comment ça se fait? Donc, le cerveau n'est qu'un outil très important, très intéressant, mais n'est qu'un outil. Mais si je n'ai pas connaissance de l'explication spirite, je ne suis pas capable d'expliquer ces phénomènes. oui, c'est vrai. Tout ce que la médecine peut faire et la recherche a été capable de faire, et c'est quand même beaucoup, c'est pour ça qu'on les présente, c'est de dire qu'il constate quelque chose que nous savons déjà, ça fait quand même beaucoup d'années. Et quand je Ouais. dis nous, c'est le spiritisme et le spiritualisme d'une manière générale, que le cerveau n'est pas l'origine de la conscience. On peut lire chez Allan Kardec, dans la revue Spirit et dans d'autres livres comme les œuvres posthumes, mettons qu'il va dire clairement les corps obéissent l'esprit. Les corps n'est pour rien, c'est l'esprit qui prédomine, c'est lui Ouais. qui va mener la vie et tout ce qui se passe. Bon, ce que je Donc, disais avant, c'était du domaine imaginaire, hein, bien sûr, mais voilà. oui, mais tu vois, on va, l'exercice là que tu fais, c'est légitime. Les scientifiques sont en train de le faire. Mettons, si on prend les Rupert Sheldrake, c'est un scientifique, un biologiste anglais, il publie des livres là qui sont en train d'y mettre en question toute la science, en étant lui un scientifique reconnu qui fait des recherches assez pointues dans son domaine. Il va dire, il a créé une théorie pour expliquer comment la mémoire peut s'y maintenir, s'y transférer, comment il a créé les champs morphogéniques ou Oui, ah oui, champ morphogénétiques. morphique, oui, oui, oui. Voilà, donc, mais s'il lisait la théorie de Périsprit, il serait bien Tu étonné parlais parce que, de Sheldrake, hein, c'est ça? Donc, oui, oui, ah oui, 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 oh, bah oui, il y avait une émission sur lui il y a comme pas mal d'années là sur une radio qu'on écoute souvent, Michael et moi. Et effectivement, hein, ouais, ouais, ça je me souviens un peu de cette voilà, théorie-là. Ouais, donc ouais. il est en train de publier encore, c'est assez jeune, ces messieurs-là. Et c'est quelqu'un qui est en train de mettre en question tous les paradigmes scientifiques actuels, ainsi que Mario Beauregard,
au Québec, mais qui présentement travaille à l'Université de Texas aux États-Unis. Il y a d'autres là, je peux sortir les noms. Il y a toute une tollée de scientifiques qui sont en train, et même qui ont signé récemment avec Mario Beauregard et d'autres, les paradigmes post-matérialistes, en disant exactement ça, que la conscience ne peut pas être expliquée à partir du cerveau, que la mémoire, c'est impossible de l'expliquer, que tous les phénomènes de la vie mentale, comme en plus de la mémoire, la créativité, la prise de décision, etc., etc., tout ça, on ne tous peut les pas aspects expliquer. tous les aspects de la conscience, etc. Moi, c'est Voilà. ce qui me sidère un peu dans les explications, c'est ça, tous ces processus-là, donc, la pensée. Oui, c'est complexe. On a du chemin à faire, hein, c'est Ouais. certain. Mais sincèrement, je crois que quelqu'un, bon, je pense qu'on commence déjà à communiquer à ces scientifiques l'information, la théorie du périsprit, qui n'est pas nécessairement spirit. Hein. Le spiritisme va donner tout simplement une nouvelle vie à cette théorie, va la placer d'une manière assez scientifique. Si on lit André Louis, parce Disons qu'Alain que Kardec, si on peut, ouais, c'est toujours intéressant, si on peut un jour expliquer d'une manière un petit peu plus scientifique, pourquoi pas pour faire comprendre aux gens ces phénomènes, ça serait déjà bien. Donc, oui, mais oui, je pense que doucement, on les fait. Dans une émission comme celle-ci, on touche déjà, mettons, on a touché à la question de la mémoire, on a touché à la question des rapports entre les corps, l'esprit, les périsprits pendant les sommeils, la vie courante, pendant ces phénomènes-là. Donc, s'il y en a un scientifique qui nous écoute, bon, ou qui va lire sur ces aspects de la théorie, dans les livres là qu'on peut recommander, bon, ils vont avoir accès à toute une possibilité d'explication théorique qui est assez simple, assez intéressante et qui a un pouvoir explicatif, parce qu'une théorie, ça ne sert à rien, ça n'a pas un pouvoir explicatif considérable. Donc, le périsprit a un pouvoir explicatif assez considérable. On peut expliquer les phénomènes animiques, c'est-à-dire ce que la personne va vivre elle-même, comme la vision à distance, la mémoire d'autres vies, ainsi que les phénomènes médiumniques. Parce que tous les phénomènes de la médiumnité passent nécessairement, comme nous montre Allan Kardec, par le périsprit. Donc, voilà. Voilà, je voulais juste revenir un peu. Tout ça, c'est merveilleux, hein, de voir comment la science se développe, et les choses avancent et tout ce qu'on étudie dans les spiritismes. Je voulais revenir à quelque chose que César avait parlé tantôt. Donc, c'est merveilleux de croire à tout ça. Donc, de savoir tout ça et de les croire parce qu'il y a des gens qui, malgré tout ça, ils ont de la difficulté à croire. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce qui change dans notre vie? C'est pourquoi quel est l'objectif de savoir et de croire à tout ça? Donc, cette réflexion-là, c'est sûr que tout le développement de la science, tout ce qu'on découvre présentement, que la vie est éternelle, que la conscience n'est pas dans les cerveaux, que nous avons la conscience à l'extérieur du corps physique, que nous avons un corps spirituel. Donc, la vie ne se terminera pas ici avec les corps physiques. On va continuer de vivre. Mais on fait quoi avec toutes ces informations-là? Ça sert à quoi? Donc, le plus important, c'est cette réflexion-là, parce que si on connaît tout ça,
il faut vivre en esprit. Ce n'est pas quelque chose. Il faut vivre comme un esprit éternel. Parce qu'on sait que la vie continue. On sait que tout ce qu'on fait a un impact sur nous, sur les autres. Donc, il faut qu'on change notre façon de vivre. Il faut qu'on vit autrement, qu'on fasse le bien. Donc, c'est là que le spiritisme vient contribuer de façon effective parce que c'est vrai tout ça, mais il faut changer notre façon de vivre. Donc, On peut pas croire que je comprends l'intérêt et moi, en étant quelqu'un qui aime beaucoup les sciences, j'adore ça aussi, mais je crois que les gens s'y trompent en croyant que je comprends les phénomènes et j'ai l'information scientifique et cela règle le problème. Ça règle rien parce que ce que le spiritisme va nous montrer, que oui, nous avons un corps spirituel et que ce corps-là est vibrationnel. Donc, si je vibre comme si comme si j'étais un corps incarné, la mort, ça fait pas vraiment une grande différence. Je m'y retrouve attaché au monde, attaché à tout ce que j'ai vécu, emprisonné encore, sans avoir un corps, mais un prisonnier encore de la matière. C'est là tout l'aspect moral que le spiritisme va très souvent nous rappeler. Ça sert à rien, toutes ces informations, si vous vous rendez de l'autre côté de la vie encore, dans des conditions difficiles. Donc, voilà, c'est pour ça que Chico Xavier, Allan Kardec, les gens ont beaucoup critiqué Allan Kardec quand il a publié l'Évangile selon le spiritisme, parce qu'il disait, mais voyons, dans une France rationaliste, athéiste, scientifique et positiviste, vous voulez parler d'Évangile, mais c'est parce qu'il avait compris que toutes ces informations-là, ça servait à rien si l'être humain continuait d'être malheureux, attaché aux passions. Ça sert à rien. Je peux avoir de belles informations scientifiques, mais ça sert à quoi? C'est là que je voudrais ajouter quelque chose après par Oui, rapport à, vas-y, excuse-moi, César, par vas-y, rapport à Daniel. ce que disait Giovanna. Alors, effectivement, pourquoi avoir tout ce savoir? Mais alors, il n'y a pas que ce savoir, il y a aussi la vie, savoir vivre, comme tu disais si bien, hein, donc dans chacun dans son domaine, bien sûr, dans ses croyances, etc. Bon, donc le côté spiritisme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la science, effectivement, il y a autre chose dans la vie que cela, heureusement d'ailleurs, tu vois. C'est là juste ce petit truc que je voulais rebondir, tu vois. En fait, qu'on utilise ces informations et ces connaissances pour grandir, pour Ouais. se libérer de tout ce qu'on a comme empêchement à notre joie, à notre vie spirituelle pleinement vécue. Donc, on est toujours attaché au monde, attaché aux mêmes passions. C'est l'argent, c'est les pouvoirs, sont les plaisirs, c'est la vengeance, c'est la haine, c'est l'ego. Ce que le spiritisme vient nous dire, je trouve qu'André Louise, dans un de ses livres, c'est Les missionnaires de la lumière, dans les premiers chapitres, là, je pense que le deuxième ou troisième chapitre, il dit, après tout ce qu'il a vécu là, avec l'apprentissage qu'il a fait, et à un moment donné, il dit, en étant médecin, en ancien médecin, je comprends là maintenant pourquoi la morale est quelque chose de scientifique. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce qu'en fait, ce qu'il va nous montrer dans ses livres, au moins en partie, c'est qu'il y a, il y a une logique de suivre la morale évangélique, en fait. Ce que d'autres chercheurs ont déjà trouvé aussi dans les domaines de la psychologie, des neurosciences, que les gens qui sont capables de pardonner, d'aimer, Ouais, ouais. d'avoir de la compassion,
sont des gens qui vont vivre bien, qui vont avoir moins de maladies, qui vont guérir plus rapidement que les autres. Donc, tout ça, on peut l'expliquer d'une manière scientifique, si on veut. Bah, disons que moi, je dis que le savoir scientifique, s'il peut aider à bien vivre, faire le bien, bah, c'est déjà bien. Voilà, voilà. Sauf qu'il y a des gens qui veulent s'y arrêter là. Donc, je Oui, bien lis la sûr. science, je lis les phénomènes, je trouve curieux, je trouve intéressant. Oui, c'est curieux, c'est intéressant, c'est merveilleux, je suis d'accord parce que j'aime ça aussi. Mais il faut donner ces pas-là de plus parce que sinon, on va être toujours comme des enfants C'est dans un sûr. Mais magasin très coloré, avec plein de choses qui vont si nous ça tourner. amène à des réflexions utiles pour bien faire dans sa vie, moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose, quoi. Donc, Voilà, donc on espère bien que les gens qui vont nous écouter puissent comprendre ça parce que ouais. c'est en fait l'objectif pour nous dans le spiritisme, la connaissance scientifique de tout ça et philosophique est pour qu'on puisse s'y rendre meilleur, mieux, pour qu'on puisse avancer spirituellement, pour qu'on puisse laisser la condition des nécessités spirituelles, euh, enfin, pour qu'on puisse avancer sur ces chemins-là des croissances spirituelles. Tu vois, le Parce que fait sinon, d'être venu donc à vos émissions, c'est vrai que ça m'a ouvert déjà pas mal de réflexions autres que je n'avais pas avant. Ça, c'est certain, tu vois. Donc, voilà. Sinon, on demeure dans les domaines de la ben, curiosité, oui, voilà, on va pas plus loin, quoi. Mais bon, même mais d'ailleurs, on n'a c'est pas forcément besoin d'aller forcément tout le temps très très loin, mais au moins que cela serve à quelque chose pour son suivi et pour son chemin de vie, quoi. Tu vois, c'est ça, les comme besoins, je vois ça les va choses, être, tu vois. les besoins, ça va être établi par chacun, Daniel, Voilà, selon sa maturité, sa capacité c'est de ça, perception. voilà. Nous, en tant qu'esprit et en ayant reçu cette formation dans ce sens-là, on va toujours dire aux gens, au moins on va essayer de rappeler aux gens à quoi ça sert tous ces Hmm. connaissances-là. Ça peut être quelque chose de curieux qui va rien ajouter à notre vie, mais ça peut être tout ce qui il nous manque pour vraiment donner ces pas-là, des changements de vie, euh, et dépasser les limites que nous avons toujours imposées à nous-mêmes, Ouais. qui nous sont données par l'éducation, par les mondes, par notre ego. Donc, Oh oui. ce que Jésus nous avait appris, ce que l'Évangile selon le spiritisme nous enseigne, si on commence à étudier toute cette théorie scientifique-là, on verra qu'on est capable de comprendre pourquoi pardonner, c'est scientifiquement la chose la plus intelligente à faire. On verra pourquoi aimer, c'est la chose la plus scientifiquement correcte. Et pourquoi la haine peut nous faire mal. Donc, même la science et la psychologie de notre Bah, temps ont déjà. il faut pas faire de la science pour la science, quoi. Hein, faut voir ça autrement, tu vois. Oui, surtout quand on est dans les domaines de l'esprit, parce qu'à un Oui, moment donné, il faut qu'on commence à se réveiller, comme Giovanna disait, si nous sommes finalement une conscience qui n'est pas attachée encore, mais nous sommes attachés à quoi? oui. Nous allons où? Quelle est notre destinée? Donc, il faut là qu'on y pense parce que finalement, c'est ça qui compte. C'est dans ce sens-là que la morale peut jouer un rôle fondamental. Ouais. Si, si tout ce que j'ai fait est enregistré en moi et chez les autres, si tout ce que j'ai fait a des retombées, mais là, peut-être que je commence à comprendre pourquoi l'amour, la compassion, l'empathie sont les choses les plus raisonnables et plus libératrices pour moi.
Parce que la haine nous attache, nous bloque. La vengeance nous empêche d'évoluer, de grandir. On est attaché à ces phénomènes énergétiques-là qui vont nous emprisonner. Donc, la morale, en fait, si on commence à lire tout ce qui est dans ces domaines scientifiques-là, et on se pose la question du propos, des objectifs de tout ça, mais ça va ressortir naturellement qui, Allan Kardec et d'autres, ils ont été des visionnaires. Ils auraient pu s'arrêter là dans les phénomènes, dans la science, et rien dire de ce qui concerne notre avenir, notre état après la mort. Et en fait, ils sont aperçus que non, mais ça ne sert à rien tout ça. Si les gens vont s'y rendre de l'autre côté encore, avec tous les défauts et les maladies qu'ils ont gardés pendant la vie. Donc, les livres des grands médiums, mettons, vont nous montrer qu'il y a un lien direct entre notre état de l'autre côté et la manière dont on a vécu ici. Plus on a aimé, plus on a été développé spirituellement, plus on était moins attaché à la matière, plus on est heureux de l'autre côté. C'est simple comme ça. Donc, la morale du Christ, bon, elle a tout son sens. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui est la plus grande réussite de l'espiritisme. Parce qu'on peut retrouver dans sa pureté, mais cette fois-ci avec une compréhension scientifique, on peut retrouver la morale du Christ. Mais cette fois-ci avec une compréhension scientifique. Je comprends pourquoi aimer, pourquoi être quelqu'un qui est capable de pardonner. Parce que tout cela passe par des événements énergétiques, en fait, qui touchent directement mon corps spirituel. La haine nous attache au monde. L'amour nous libère. Il nous donne des ailes. Donc, c'est simple comme ça, au moins pour dire. Pour les faire, c'est pas si simple que ça. Voilà. Voilà. Mais voilà, Est-ce qu'il y on a des a des questions? questions, d'autres commentaires. Moi, j'avais une question, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Enfin, c'est plutôt vers le début de l'émission. Mais quelqu'un qui est surdoué, ça serait éventuellement quelqu'un qui se souviendrait plus que quelqu'un d'autre de ses incarnations passées, ou Oui, pas? tout à fait, Caro, tout à fait. C'est bien ça. Et là, le périsprit va être à nouveau la source explicative. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que ça serait complètement, ça serait une injustice épouvantable que quelqu'un à 5 ans, âgé de 5 ans, puisse jouer au piano et que les autres doivent faire autant d'efforts pour arriver à des choses médiocres. Bah oui, c'est ça, quoi. Voilà, donc les mathématiques, les sciences, des gens qui ont appris par eux-mêmes les sciences, les mathématiques et d'autres, hein, on va faire des efforts épouvantables pour dominer la base. J'ai Non, écouté. c'est tout simplement ça. Sont des esprits qui, normalement, ont accumulé, ont travaillé pendant plusieurs incarnations ces mêmes domaines, au point que cela est imprégné dans son esprit à tel point qu'ils vont naître déjà avec cette capacité accessible. Donc, ce sont des compétences qui ont été développées, on garde dans les périsprits. Et ça nous amène, Caro, à une énormité de considérations. Mettons, est-ce que les gens qui ne sont pas doués pour les maths ou les sciences dans l'incarnation présente n'ont pas été toujours doués? Non, pas nécessairement. Ça se peut qu'on ait été des médecins ou des professeurs ou des scientifiques dans une incarnation précédente, mais qu'à ces moments-ci, ce n'est pas ça qu'on a besoin. Donc, cela va expliquer aussi, on peut expliquer les surdoués, mais on peut expliquer aussi pourquoi des fois on a
envie d'apprendre quelque chose, mais on sent comme si c'était bloqué. Mettons la musique. Oh, j'aimerais tellement apprendre à jouer les pianos ou telle chose, mais c'est comme s'il y avait un blocage. Et les esprits vont nous expliquer que des fois, on fait comme un traitement dans les périsprits de manière à imprégner les corps lors de la formation pour que certaines zones de notre cerveau, même physique, soient bloquées ou partiellement bloquées pour cette capacité-là. Donc, parce que dans la vie présente, nous avons besoin de développer d'autres compétences. Parce que sinon, va nous arriver ce qui va arriver à ces gens-là surdoués. Ils vont à nouveau vivre une vie complètement dévouée à cette capacité-là et à ce domaine-là, au point que plusieurs ne vont pas développer d'autres compétences, mettons. Des fois, ils sont très doués en mathématiques, mais incapables d'entamer des relations avec les gens. Oui. Et ça serait peut-être dans une prochaine incarnation le cas de bloquer cette capacité et lui permettre en ayant un peu de difficultés, mais de s'y sentir obligé de s'y mettre en relation avec d'autres pour développer d'autres compétences ou d'autres domaines. Donc, non, je pense qu'il y a tout à voir avec ce qu'on est en train de discuter. Nos facilités, nos capacités, les tendances que nous avons, les choses qu'on aime. On a vécu une vie qui n'est pas capable d'expliquer pourquoi on sent des attirances, mettons, par certaines périodes de l'histoire. Cela met en jeu, en question plusieurs aspects des théories cognitives, sociologiques. On doit tout revoir, en fait, de notre science, non seulement la science dure qu'on dit, la chimie, la physique, mais même la sociologie, la psychologie, la philosophie. À partir du moment que je considère que nous sommes des consciences, qui ne sommes pas bloqués par un corps, que notre mémoire, notre soi, notre identité n'est pas générée par un corps physique, mais cela met en question beaucoup de choses qui est affirmées par ces sciences-là. C'est sans limite d'ailleurs, tous ces aspects-là, c'est sans limite. Hein, on peut vraiment aller dans beaucoup de domaines. Hein. Oui, voilà, et on doit probablement, imaginons, hein, on peut réécrire toute la psychologie parce qu'on n'a pas encore une psychologie vraiment écrite à partir d'un point de vue spirit. On a là des gens qui vont écrire, faire des rapports entre la psychologie freudienne ou jungienne et le spiritisme et tout ça, mais on n'a pas vraiment une psychologie écrite qui prend en considération, mettons, la réincarnation et qui va essayer de travailler l'être humain, son éducation, sa formation, à partir du point de vue de la réincarnation, de l'immortalité. Du fait que nous ne sommes pas cette personne-là a un problème dans son cerveau. Le spiritisme va nous dire non, c'est le contraire. Le cerveau présente un problème qui est déjà dans l'esprit ou dans les périsprits. Donc, on a toute une science là à écrire. C'est pour ça que c'est un changement de paradigme assez considérable. Il y aurait tout à revoir. Comment? Il y aurait tout à revoir. Là. Ouais, mais tu vois l'ampleur de la chose. Ouais. Oui, j'imagine. C'est pas nous autres qui vont faire ça parce que ça prend des générations et des générations. On a bâti là, ça fait dès la Renaissance jusqu'ici, on a travaillé très fort pour développer la science que nous avons. Elle est assez intéressante et règle pas mal de problèmes pour nous. Et la vérité, c'est que la science, si le monde physique n'est pas le monde réel, il est réel, mais il n'est pas le monde des causes, il est le monde des effets.
C'est pour ça que notre science n'arrive jamais à trouver ce qu'elle cherche. C'est la compréhension parfaite de la réalité. Oui, Mais comment peut-on trouver l'explication de la réalité si on est centré sur le monde des effets? Donc, Sheldrake, là, Rupert Sheldrake, dans un de ses livres, il va parler qu'il y a certaines choses que la science considère comme immuables, en fait, comme les constantes physiques, mais qu'en fait, si on regarde plus en profondeur, on verra qu'elle n'a pas vraiment ces constantes-là. La constante gravitationnelle, mettons, elle change à chaque fois qu'on la mesure. On a toujours des moyennes, on travaille toujours avec la logique des moyennes. Cela dit, ce qu'on appelle vraiment la réalité physique qui nous est donnée par la physique moderne, en fait, de plus en plus, ils sont obligés de reconnaître qu'on n'a que des aperçus de cette réalité-là qu'on n'arrive jamais à comprendre. Mais en face de tout ce qu'on a dit aujourd'hui ici, c'est assez... on peut prendre là on peut déduire certaines choses, comme par exemple, si le corps physique est qu'un instrument il est dans le monde des effets, c'est la conscience qui n'est pas attachée à ces corps-là, qui est dans le monde des causes. Mais c'est certain que notre science va être obligée de passer à ce niveau-là. Ça va vraiment oui, arriver au monde des causes, pas des effets. Donc, les scientifiques, là, les philosophes des sciences et tout ça, ils auront pas mal de choses Il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé. Hein, il y en a plusieurs qui sont déjà aperçus qu'on est en train de regarder les ombres, mais pas les objets. Donc, voilà, je pense que doucement, mais sûrement, on avance. voilà. Mhm. Et c'est ça. Donc, voilà. Vous avez des questions, des commentaires? Moi, j'en ai Caro? encore une. Ah, voilà, je savais. Voilà. Non, je voulais demander si la maladie d'Alzheimer, c'était purement cérébral ou s'il y avait une... Parce que c'est quand même une notion de temps, ils perdent la notion du temps. Enfin... Emmanuel, dans ses livres, Caro va dire qu'elle n'a pas de maladie purement physique. Mhm. Très, très rarement, il utilise là les mots très rarement. On peut dire et on peut parler de maladies physiques. Oui, Kardec j'ai lu que disait la c'est... même chose. Kardec avait déjà dit la même chose. Parce qu'en fait, pour la majeure partie des maladies, ou presque pour la majorité même, les problèmes se trouvent premièrement dans les périsprit. Mhm. Cela veut dire, Caro, que si à un moment donné, nos scanners sont assez sophistiqués pour s'y rendre au périsprit, qu'il est encore, hein, le physique, le périsprit est physique. Il faut qu'on enlève cette image-là, que le périsprit est une fumée, qui n'est rien. Le périsprit est un corps, un vrai corps. Si à un moment donné, nos scanners arrivent au périsprit, on sera capable de détecter des maladies avant qu'elles s'y pointent dans les corps physiques. Oui. Donc, on a du chemin à faire, certainement. Oui, Ouais, j'avais lu que la maladie, c'était un conflit entre le corps et l'esprit. Ça peut être. Il y a des gens qui sont des fois, qui ont eu des événements aussi traumatiques ou une vie assez difficile, qui ont eu de la souffrance toute leur vie et qui sont toujours dans ce désir profond de ne pas être là, au point qu'à un moment donné, tu n'es plus là. il y a une déconnexion Donc, qui se voilà. fait tout doucement, quoi. Voilà. Et à un moment donné, la chimie de notre cerveau va être influencée par la chimie de notre volonté.
de notre esprit, et ça, c'est déjà mesuré par la science. Dans ces livres-là, qui Sheldrick et d'autres sont en train d'écrire, Mario Beauregard nous donne plusieurs exemples. C'est de plus en plus clair que c'est la conscience, c'est l'esprit. D'ailleurs, un des scientifiques qui nous a lu, Caro, disait clairement ça, ce n'est pas les corps qui influencent la conscience, c'est la conscience qui va influencer les corps. La science de notre temps commence à arriver à la même conclusion que les esprits nous ont présenté déjà. C'est pour ça qu'on insiste sur l'aspect moral. Là, il faut qu'à chaque fois, j'ai toujours cette impression-là pour les Français, pour les Européens, pour les Nord-Américains, à chaque fois qu'on utilise les mots moral, vous écoutez religion. Votre cerveau est conditionné à ça. Donc, Moi, je vois ça autrement, non? Moi, tu vois, moral c'est- n'a ouais, ouais. rien à voir avec religion. Bah non, bah oui. Pour moi, c'est évident. Enfin, Mais pas pour tout le monde, Denis. oui, 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 je comprends bien, César. Je comprends bien. Ici, on dit moral, il faut une vie morale. Là, les gens, oh non, non, religion, non. Mais non, non, je ne suis pas en train de parler de religion. C'est une vie avec une certaine éthique, hein, qui fait mal à personne, etc. Mais La religion, c'était approprié du discours de Jésus, Voilà. mais ce n'est pas sa faute. Hein. On a bien des gens qui s'approprient des discours des autres, qui vont manipuler ça. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns comme les Dieu autres, vous tout à fait. aime. Sois capable de pardonner, cela va vous faire du bien. Mais là, la science arrive à la même chose. Donc, on insiste sur ça parce qu'en fait, c'est là, la question a commencé avec la maladie que Caro nous a signalée, mais il y en a bien d'autres maladies qui vont se pointer chez nous parce que nous ne sommes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment les périsprits, les corps vont nous montrer que ça ne va pas? Ce sont les maladies. Donc, tant qu'on a là des indices, des maladies, des problèmes, c'est parce qu'on a des choses à régler. Mais essayons de faire ce qu'il nous a dit il y a 2000 ans. C'est là, et là, je m'inclus, hein, c'est pas, je ne m'y mets pas comme si je donnais des conseils, parce que moi, j'ai besoin de le faire aussi, moi, d'apprendre à aimer, d'apprendre à la compassion, d'apprendre à être quelqu'un capable de pardonner, d'aimer mon prochain, de me dévouer à quelque chose qui ne soit pas moi-même tout le temps. Donc, on n'a jamais entendu parler que ces gens-là éprouvaient de l'angoisse, de la tristesse, des maladies. Ils vont avoir les maladies de l'usure du corps qui est usé, mais pas les maladies qui vont... on n'a jamais eu des rapports de ces genres de maladies-là que Caro nous a dit chez les gens qui se sont dévoués à l'amour, au prochain, à l'étude, à la compassion. Mais ce sont des moyens de libération. Mais est-ce que la personne à qui arrive cela, elle doit être culpabilisée? Non, on passe tous par là parce qu'on est en apprentissage. Le spiritisme nous montre ça, on est en apprentissage, on est là, les maladies nous servent, comme les livres nous servent, comme c'est ça. Donc, je pense qu'on grandit, c'est tout. Et ces connaissances-là vont nous servir à comprendre pourquoi finalement se libérer, aimer, pardonner, vivre une vie plutôt pour l'esprit que pour la matière, ce que nous sommes en train de faire, ça fait des milliers d'années qu'on est toujours en train de vivre comme si on était un corps, quand en vérité on est un esprit. Et voilà. Il y a énormément de réflexions, beaucoup c'est vrai de qu'il y a choses. plein de choses, oui. C'est vraiment un C'est texte enrichissant, je trouve. Et puis, merci, les amis, encore une fois, parce que c'était Oui, une c'est vrai. super émission, quoi. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. On se donne le rendez-vous À la pour la semaine semaine prochaine. prochaine. Oui, Donc, avec les grand vacances plaisir. sont finies. C'est super. Ah, Bisous à tous. Bonne Bisous. soirée. Bisous. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. bonne Au soirée. revoir.
Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.